Bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est pour moi un grand plaisir et un grand intérêt de pouvoir écouter, voire contribuer aux discussions autour des aspects éthiques concernant l'obligation vaccinale. Moi, je suis simplement un épidémiologiste et je ne vois les choses qu'à travers ce prisme, comme vous allez vous en rendre compte à travers ma présentation inaugurale. Je me permets simplement de replacer la question de la vaccination dans le contexte très particulier de cette intervention. Je vais aller vite, vous le savez. Deux caractéristiques me paraissent très importantes. D'une part, la vaccination, c'est une intervention de prévention primaire, ce qui veut dire que ça cible en général des sujets en bonne santé qui ne sont pas dans une demande de soins et qui peuvent donc se poser la question de l'adhésion ou non à cette proposition vaccinale. Le point le plus important, c'est le second, je pense, qui est le fait qu'à la différence du champ du médicament, la décision individuelle concernant le fait de se vacciner ou ne pas se vacciner induit des conséquences non seulement pour soi-même ou pour son enfant, mais également pour la collectivité. En effet, la politique vaccinale a un double objectif, bien sûr un objectif de protection individuelle du sujet vacciné, mais également un objectif, comme ça vient d'être rappelé, d'induction d'une protection collective, appelée aussi immunité de groupe. Et bien entendu, cette immunité de groupe, pour être induite, nécessite des niveaux élevés, voire très élevés, de couverture vaccinale, afin d'interrompre la transmission des agents pathogènes, et on peut aller jusqu'à, comme vous le savez, l'élimination, voire l'éradication d'une maladie à travers cette immunité collective, mais également en permettant de protéger les plus vulnérables, je pense en particulier aux nourrissons, aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées, qui très souvent ont des contre-indications à la vaccination et dont la protection repose uniquement sur la barrière que constitue la vaccination de leur entourage. Donc de ce constat de base découlent plusieurs questions. Alors ce sont des questions, ce ne sont pas des affirmations, ce sont des questions qui me paraissent être de l'ordre de ce que vous allez souhaiter discuter. Ce sont des questions que je me pose. Je n'ai pas forcément de réponse. J'en ai pour certaines à titre de citoyen, mais ça, je les garde pour moi. Mais voilà les questions qui me semblent ressortir du constat de ce qu'est la vaccination. La liberté de choix inclut-elle la liberté de faire un mauvais choix? Alors j'ai bien pris peine de mettre mauvais entre guillemets, puisque bien entendu, pour la personne qui fait ce choix, c'est un bon choix. C'est moi qui, de l'extérieur, peux considérer que ce n'était pas le meilleur choix, surtout quand ce choix conduit à une décision de ne pas protéger son enfant, qui, lui, n'est pas en mesure de décider pour lui-même, et, ce faisant, peut conduire à mettre en danger d'autres membres de la collectivité. Autre question, le rôle de l'État n'est-il pas de protéger le bien commun que constitue la santé de la population? Et puis, ce qui va bien sûr avec, le respect de l'autonomie de choix individuel qui vient d'être rappelé, est-il un principe absolu? Ou bien doit-il être contrebalancé dans le domaine des politiques publiques avec le bénéfice pour la collectivité? On a bien d'autres exemples de contraintes et d'infractions à la liberté individuelle qui sont admis par tout le monde. On cite la ceinture de sécurité, le fait de ne pas prendre le volant après avoir bu une bouteille d'alcool. Tout ça est bien admis. Peut-être que l'obligation vaccinale se range dans le même type de contraintes acceptables. Et puis, et là, je ne sais pas si je dois utiliser le mot éthique, parce que je ne connais pas très bien les délimitations de son utilisation, mais donc j'utiliserai un mot un peu moins fort. Est-il acceptable que les sujets non vaccinés par choix, je ne parle pas de ceux qui ont une contre-indication, bénéficient de l'immunité de groupe sans en partager les risques éventuels, et je pense en particulier aux effets secondaires des vaccins, voire la mettre en péril, puisque s'ils sont trop nombreux à décider de ne pas faire vacciner, eh bien, il n'y a plus d'immunité de groupe et on n'atteint pas l'objectif de santé publique d'éliminer les maladies. Donc voilà, quelques considérations d'introduction. Je vais maintenant, dans cette deuxième partie, revenir sur la réalité de ce qui a déjà été rapidement résumé, qui a conduit à la décision de 2018. Quel était le contexte épidémiologique qu'il y avait derrière? Eh bien, le contexte a été rappelé. C'est un contexte de forte défiance envers la vaccination. Vous avez ici les résultats des enquêtes que nous appelons baromètres santé, qui sont menées par Santé publique France ou ses prédécesseurs depuis, vous le voyez, presque 20 ans, et qui régulièrement mesure l'adhésion de la population adulte française à la vaccination. Ce qu'on voit très rapidement, j'ai résumé en rouge les chiffres qui me paraissent les plus signifiants, c'est que la proportion de la population qui se dit défavorable à la vaccination
soit très défavorable, soit plutôt défavorable. Elle était inférieure à 10% jusqu'à la fin des années 2000. Et puis, à partir des années 2010, elle a chuté de manière spectaculaire. Elle a frôlé les 40%. C'est mieux. Mais vous voyez que dans les dernières enquêtes, on est entre 20 et 25% de la population française qui se dit défavorable à la vaccination en général. Ça, bien sûr, c'est tout à fait inquiétant. La principale raison qui est mise en avant dans toutes les enquêtes pour expliquer cette défiance, c'est la crainte des effets secondaires. Et vous avez peut-être déjà vu cette diapositive, au moins les données qu'il y a derrière, qui résulte d'une étude internationale menée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et dans lequel la France figure comme le mauvais élève au niveau mondial. Nous sommes en rouge foncé, puisque nous avons 41% de la population interviewée qui a répondu être en désaccord avec l'affirmation que les vaccins sont sûrs. Également dans les enquêtes que nous menons, et ça c'est, je retourne au baromètre santé, la question avait été posée de savoir quelle serait l'attitude à des parents d'enfants de moins de 15 ans, quelle serait leur attitude si la vaccination de diphtérie, tétanos, polio, qui est obligatoire, comme vous le savez, depuis des décennies en France, n'était plus obligatoire. Et vous voyez que 13% des répondants ont dit que dans cette situation, ils ne feraient certainement ou probablement plus vacciner leur enfant contre ces maladies. Et on a posé la même question dans d'autres enquêtes en miroir aux médecins généralistes, qui sont les vaccinateurs. Et vous voyez qu'on a entre 15 et 20% des médecins généralistes qui, dans ce même cas de figure, conseilleraient aux parents, je reprends les verbatims de ces questions, conseilleraient aux parents de se faire vacciner, leur enfant, tout en laissant la possibilité de ne pas le faire. Et donc vous voyez qu'on peut conclure de ces deux chiffres que l'obligation vaccinale, eh bien, elle sert. Elle est utile, elle est même nécessaire pour maintenir un niveau de couverture vaccinale qui évite la survenue de cas de diphtérie ou cas de tétanos qui immanquablement surviendraient si on levait l'obligation vaccinale avec ce genre de résultats. Donc, pour les vaccinations obligatoires, on a besoin encore des obligations. Qu'en est-il des vaccinations qui étaient recommandées jusqu'à récemment ? Si on regarde ces données de couverture vaccinale, on retrouve pour les catégories, les trois premières catégories des couvertures vaccinales extrêmement élevées, ce sont les vaccins obligatoires ou ceux qui sont associés de manière quasi obligatoire avec les vaccins obligatoires et donc qui bénéficient de l'obligation vaccinale. Vous voyez qu'on a des couvertures pour lesquelles on n'a vraiment pas à rougir en France, 97-99%, on ne peut pas demander mieux. Par contre, dans le bas du tableau, ce sont les vaccinations qui n'étaient jusqu'en 2018 que recommandées. Et vous voyez là qu'on a des couvertures vaccinales beaucoup plus faibles, avec pour le méningocoque C, une couverture vaccinale qui n'est que de 70%. Et ceci, ce sont des couvertures vaccinales à l'âge de 2 ans. Quand on regarde pour le méningocoque C, qui est une vaccination recommandée entre 1 et 24 ans, comment évolue la couverture vaccinale au-delà de 24 mois, eh bien vous voyez, si on regarde simplement la dernière ligne, bon, ce qu'on voit en vertical, c'est que ça augmente tranquillement chaque année, mais si on regarde la dernière ligne, les dernières données disponibles, eh bien vous voyez que la couverture vaccinale diminue de manière extrêmement importante au fur et à mesure que l'âge avance, avec des couvertures chez le grand adolescent ou chez le jeune adulte tout à fait faibles. Et ce sont ces personnes pour lesquelles on a besoin d'une couverture vaccinale élevée, parce que c'est eux qui portent la bactérie dans la gorge, et c'est eux qui sont à la source de la contamination de l'ensemble de la population. Et donc c'est eux qui auraient dû induire une immunité de groupe s'ils avaient été mieux vaccinés. Et donc tout ce constat explique que le fardeau de maladies non évitées, bien qu'évitables, par la vaccination, qui reste en France. Vous connaissez probablement cette diapositive, l'épidémie de rougeole entre 2008 et 2012. 24 500 fiches sont arrivées sur nos bureaux. On a fait une enquête, probablement 2 fois plus de cas de rougeole sont survenus. Et le bilan tel qu'on l'a vu, nous, à travers les fiches de déclaration obligatoire, il y en a eu probablement plus de 1500 pneumonies hospitalisées, 35 encéphalites, 20 décès, il y en a eu plus, puisque vous le savez, il y a eu une nouvelle résurgence dans les années 2018. Tous ces cas et ces décès auraient pu être évités, soit par protection directe quand il s'agissait de sujets qui étaient en âge d'être vaccinés et qui ne l'avaient pas été, soit par protection indirecte quand il s'agissait en particulier de petits nourrissons de moins de 1 an trop petits pour être vaccinés, ou de personnes immunodéprimées qui avaient une contre-indication. Et sur les 20 décès, il y en a au moins 8 pour lesquels on est certain qu'il s'agissait de personnes immunodéprimées dont la seule protection aurait reposé sur l'induction d'immunité de groupe. De la même manière, pour les infections à méningocoque C, entre 2011 et 2017, là aussi, ce sont les données de la déclaration obligatoire, nous avons identifié plus de 800 cas et plus de 100 décès, et on peut faire la même conclusion.
l'immense majorité de ces cas et de ces décès auraient pu être évités. Bien sûr, en particulier, tous ceux qui sont survenus dans la tranche d'âge de la vaccination, entre 1 et 24 ans, 339 cas, plus de 30 décès, et même les autres qui sont survenus dans les tranches d'âge qui ne sont pas cibles de la vaccination, si la couverture vaccinale avait été plus élevée dans les tranches d'âge dans lesquelles elle a été recommandée, qui aurait permis d'induire cette fameuse immunité de groupe. Autre point parmi les critères qui peuvent justifier l'obligation vaccinale, c'est le fait qu'en France, il n'y a pas vraiment, alors à la marge peut-être, de problème d'accessibilité au vaccin, et donc la plupart, l'immense majorité des sujets non vaccinés, ce sont des sujets qui ont fait le choix. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas accès financièrement, sociologiquement ou géographiquement à la vaccination. Et bien entendu, si ça avait été ça le cas, l'obligation vaccinale n'aurait pas du tout été une réponse adaptée. Autre point qui me paraît pouvoir être pris en compte, c'est le fait que les vaccins et les maladies concernées par l'extension des obligations vaccinales répondaient à des critères, et ça c'est des critères à moi, ce n'est pas écrit dans le marbre, qui permettent de justifier une obligation vaccinale, des maladies graves pour lesquelles il existe un vaccin efficace, voire très efficace, et pour lequel, bien sûr, la balance bénéfice-risque est très en faveur du vaccin. Autre élément, j'en ai presque fini, un contexte peu favorable à l'amélioration des couvertures vaccinales par d'autres mesures. Beaucoup de gens disent oui, mais il y avait plein d'autres choses qui auraient pu être faites, qui auraient dû être faites, qui est de faire des grandes campagnes de promotion de la vaccination, etc. On a beaucoup regardé ça, bien entendu, on a beaucoup d'expérience en France et dans les autres pays. Quand on est à ce stade de défiance, malheureusement, on ne sait pas retrouver la confiance de manière rapide. Je pense en particulier aux Anglais, qui ont pourtant mobilisé des ressources en termes humains, en termes financiers, en termes intellectuels extrêmement fortes après la crise donc, que vous connaissez, après la crise liée à l'article de Wakefield sur ROR et autisme. Les Anglais se sont battus, mais ils ont mis plus de 10 ans, voire 15 ans pour retrouver un niveau de couverture vaccinale à peu près équivalent à celui qu'ils avaient avant le début de la crise. Et donc on voit bien que la confiance, ça se perd très très vite, mais ça se regagne de manière extrêmement difficile. Il y a même des papiers qui montrent que plus on promeut la vaccination, plus la couverture vaccinale diminue parce qu'on ne sait pas le faire de manière correcte. Alors l'autre solution, bien sûr, c'est de dire, ben voilà, il suffisait de faire confiance aux médecins généralistes, c'est eux le pilier de la politique vaccinale. On en est tout à fait conscient. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans notre pays, parce que les médecins généralistes, les vaccinateurs, n'échappent pas non plus pour une certaine partie d'entre eux, bien sûr, pas pour la majorité, à l'hésitation vaccinale. Et dans cette enquête, vous voyez que plus de 20% des médecins généralistes enquêtés ont répondu « ben oui, certains vaccins recommandés par les autorités sont inutiles » ou « les enfants sont vaccinés contre trop de maladies ». Donc là aussi, il y avait du travail à faire qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors que, bien entendu, les médecins, c'est eux la pierre angulaire de la confiance envers la vaccination. On est dans un pays où les médecins sont la principale source d'information, c'est ce que montrent nos enquêtes du baromètre santé, et la population a une confiance extrêmement forte dans ce que leur conseillent les médecins. 2-3 autres critères, et j'en aurai terminé. Un processus de décision que moi, personnellement, je qualifie d'acceptable. Je fais référence ici à tout le processus à travers la concertation citoyenne qui a abouti à cette recommandation par le comité d'orientation de l'extension des obligations vaccinales. Ce n'est pas une décision qui a été prise ex abrupto. Un contexte culturel qui finalement, en tout cas a posteriori, ne paraît pas s'opposer à l'obligation vaccinale. Plusieurs enquêtes ont été menées et à chaque fois on retrouve des chiffres très proches. Environ 2/3 de la population des jeunes parents sont favorables à la mesure d'extension d'obligation vaccinale. La compatibilité avec la Constitution française, je mentionne juste la décision du Conseil constitutionnel de 2015 suite à une question prioritaire de constitutionnalité quant au principe de l'obligation vaccinale, et il a été conclu que de par l'intérêt et l'importance de santé publique de la vaccination, elle ne s'opposait pas à la Constitution française. Enfin, j'en termine là, l'accompagnement par d'autres mesures destinées à promouvoir et à redonner confiance. Bien entendu, rappelons-nous que l'extension de l'obligation vaccinale est une mesure qui a été présentée comme une mesure temporaire, une sorte de mesure d'urgence, parce qu'on ne pouvait pas accepter de voir continuer à mourir des enfants de méningite à méningococcée ou des jeunes adultes de rougeole, le temps de restaurer la confiance. Et donc l'important pour nous, c'est de ne pas oublier que cette obligation vaccinale n'est là que pour répondre à une urgence, et que l'urgence, c'est justement de mettre en œuvre toutes les autres mesures pour restaurer la confiance. C'est à quoi nous travaillons.
Et ici, je vous mets une copie d'écran du site Vaccination Info Service, qui aujourd'hui se trouve toujours, quand vous tapez sur Google Vaccination France, c'est lui qui apparaît en premier, ce n'est plus les ligues antivaccinales. Et vous voyez qu'on rencontre un certain succès, ou en tout cas on répond à une certaine demande. Ici, c'est le volet professionnel de santé, plus de 400 000 visiteurs en quelques mois, il a été ouvert en mars 2019. Et sur le volet grand public de ce site, qui a comme vocation d'essayer de répondre à toutes les interrogations que se pose à juste titre la population, mais également les professionnels de santé, nous avons enregistré plus de 9 millions de visiteurs depuis mars 2017, donc vous voyez, en moins de 3 ans. Voilà, je m'arrête là. J'aurais pu, mais on aura peut-être le temps d'en discuter, vous donner un autre argument qui est une justification a posteriori de l'extension de l'obligation vaccinale, qui est les mesures que nous faisons régulièrement et qui montrent que ça marche, c'est-à-dire que la couverture vaccinale, elle a augmenté de manière très significative depuis janvier 2018. Voilà, je vous remercie de votre attention.